c'est toujours le comptoir de la psychologie. Je vous retrouve justement pour cette deuxième et dernière partie avec Nunzio et Isabelle. Je vous laisse vous remettre dans le bain de la discussion, des échanges, toujours autour de la protection de l'enfance, où on partage autour de la place de psy, surtout la place qu'a occupée Nunzio et Isabelle, de ce qu'il en ressort en termes de réflexion suite à leur expérience professionnelle dans ces structures de la protection de l'enfance. Donc je vous laisse directement continuer votre écoute et on se dit à tout à l'heure. C'est justement, en tant que psychologue, quand on travaille dans ces structures, comment on arrive aussi à se positionner pour réinjecter aussi de la pensée face à l'impensable, parce que c'est plus les situations sont horribles, moins on peut penser. C'est aussi quelque chose où je trouve dans les équipes où des fois ça sidère tellement qu'en même temps c'est difficile après d'avoir un pas de côté, de penser. Donc comment aussi le ou la psychologue dans ces structures se positionne? Est-ce qu'il est justement du côté des équipes? Que c'est justement du côté de... Est-ce qu'on accompagne les parents? Est-ce qu'on accompagne les enfants? Comment on pense ce lien? Tu parlais aussi tout à l'heure de pathologie de la parentalité. Est-ce qu'on est plutôt de ce côté-là? Est-ce qu'on est plutôt du côté du lien? Ou est-ce qu'aussi on peut se placer pour accompagner ces enfants principalement dans cette clinique-là? Ben moi, j'avoue que mon expérience est plutôt d'un accompagnement, centré sur l'enfant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a du sens pour lui et comment il peut se trouver une nouvelle narrativité qui vienne le dégager de la première, en quelque sorte. C'est-à-dire, lui permettre de trouver des points d'appui ailleurs, de se raconter autrement. C'est-à-dire que, par exemple, un truc qui soulage beaucoup les enfants qui sont accueillis en famille d'accueil, c'est quand je leur dis, t'as le droit, t'as une maman de laquelle, en gros, tu viens, t'es sortie de son ventre, certes, mais t'as aussi celle de tous les jours, avec qui tu te sens très bien, et c'est tant mieux, et c'est ça qui te permet de bien grandir, et c'est ça ton job. Le dégager de cette finalement de cette référence identificatoire, ça c'est vraiment un pas de côté, ça, déjà, parce que c'est une question de séparation, finalement, de se séparer de cette première histoire. Ça me paraît très important. Vraiment, moi, mon boulot auprès des enfants que j'ai pu mener, ça a été vraiment un travail de séparation. Du côté des parents, ce qui paraît très important, ce à quoi ils sont très très attachés, c'est qu'on les reconnaisse en tant que sujet souffrant, comme pour tout le monde d'ailleurs, et donc de les reconnaître comme parents. C'est-à-dire de leur laisser la place de parents. Mais ça peut prendre tellement de formes qu'il suffit de prendre celles où ils peuvent être à peu près adaptés. Et ça suffit. C'est-à-dire que on ne les nie pas en tant que parents de l'enfant, c'est pas ça dont il s'agit. Mais dans l'accompagnement, le soin auprès des enfants, il faut reconnaître que ça marche pas. Et souvent ça les soulage en plus. Parce que ce qu'ils veulent, ce qu'on voit aussi, il y a des parents, beaucoup aussi des situations qui font intervenir les eux, c'est pas forcément aussi, il y a de la pathologie avérée, mais il y a aussi toute cette cohorte de parents qui sont plutôt dans le registre borderline, si on adhère à cette notion, qui sont dans le registre borderline, tel qu'on le s'est décrit dans les livres, c'est-à-dire avec cette impulsivité, ce manque de stabilité, cette imprévisibilité, etc., qui sont générateurs d'angoisse absolue pour les enfants. Donc ils peuvent être très adaptés pendant un moment, puis tout d'un coup, ils ont besoin d'aller en boîte, ils laissent le gamin à n'importe qui, et ils se cassent en boîte, on les revoit pas pendant 2 jours, on sait pas ce qui se passe, et l'enfant reste en suspens à se dire quand est-ce qu'il va revenir. Donc là, c'est-à-dire que dans ces situations-là, peut-être que penser du séquentiel, de l'accueil séquentiel, ça a vraiment du sens, et c'est très peu pratiqué, ça. Très très peu, malheureusement. Alors que ça aurait vraiment... là, ça permettrait peut-être en plus d'obtenir exactement ce que veulent que la situation avance.
C'est-à-dire ces parents peuvent pas être parents à plein temps. C'est pas possible. Il y en a, c'est pour lesquels c'est un quart d'heure. Et ben, si on peut faire durer la visite qu'un quart d'heure, parce que pendant un quart d'heure ça fonctionne, ben très bien, faisons ça. Et ça suffit à tout le monde, en fait. Parce qu'après, comme on est dans des registres plutôt psychotiques, il y a un accrochage au signifiant. On m'a dit que cette visite, ça durait 1 heure. Faut que ça dure 1 heure. Pourquoi? Enfin, alors que parfois, la visite, elle se passe super bien. On peut dire que, on déborde un peu, 20 minutes. Mais aussi, voilà. Le juge, il a dit que c'était 1 heure. Mais après, si on essaie de résumer le plus possible, le travail avec les parents du psychologue, ça serait quand même l'idée, c'est de les aider à pouvoir formuler que c'est mieux comme ça. Eux-mêmes. Ce qui est pas simple. Avec les équipes, c'est pas tellement différent, des fois. Le travail, c'est vraiment de les aider à se dire, ah oui, mais en fait, c'est quand même mieux comme ça. Que de vivre ensemble, que de se réunir tout le temps, au quotidien. Le quotidien, bon. Mais voilà, si on parle je pense je sais pas si la question c'était ça aussi, c'est-à-dire comment ils se positionnent par rapport aux équipes, par rapport à ces maltraitances-là déjà. Un impensable Mais moi j'ai pas l'impression que ça est sidérant autant que ça. Non, parce que c'est très évacué, c'est très dénié. Ils sont plus sidérés par la séparation que... Ouais. Moi, ce qui est intéressant, c'est que dans mon équipe OPF, j'ai vu beaucoup de gens arriver d'autres lieux. Donc avec d'autres représentations que celles du placement familial. Qui sont à travailler, hein. Enfin, je sais que à l'écoute de ce qu'on est en train de dire, il y a plein de gens qui vont s'insurger pour dire mais on ne prend pas en considération les parents, le droit des parents, etc. Bon, ça c'est un argument que j'ai tellement entendu, je le connais très bien. Hein. Mais quand même, des gens qui sont venus de l'extérieur, qui avaient d'autres représentations, notamment de la catastrophe de la séparation, qui pensaient que c'était vraiment l'horreur absolue, que les enfants restent des années en famille d'accueil, etc. Vraiment ont modifié quelque chose de leur représentation en venant travailler auprès d'eux, auprès de l'enfant. Parce que aussi, l'une des difficultés, c'est que finalement, les gens qui travaillent, toutes ces professionnels, cette myriade de professionnels autour de l'enfant, il y en a très peu qui passent du temps avec lui pour l'écouter, pour entendre ce qu'il a à dire, pour entendre que de savoir que l'enjeu pour son parent, c'est finalement de continuer à être en relation avec l'autre parent et qu'il continue et que par le biais de l'enfant, ça permet de continuer de poursuivre l'histoire du conflit parental au travers de l'enfant. Et que l'enfant est complètement déchiré par ça, c'est important qu'il y ait un endroit où ce soit entendu et qu'on puisse mettre ça en lumière pour pouvoir, du coup, modifier nos interventions et à l'aune de cette connaissance-là. Donc oui, c'est tout ça. Enfin, c'est pour ça que la question de la problématique psychique, à mon sens, devrait être le cœur même de ce dispositif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris les mouvements inconscients, alors si tant est qu'on puisse en comprendre quelque chose, hein, voilà. Je sais pas, voilà. Mais c'est pas comprendre qui compte. Oui, enfin, en tout cas, l'enjeu du parent, et puis on en a compris quelque chose. Enfin, un contour qui se dessine. Voilà. Mais c'est vrai que c'est ça c'est pas au centre du tout. Ce qui est au centre, c'est cette idée que tu l'as très bien dit tout à l'heure sur la question éducative, c'est-à-dire le parent, il est accueilli comme si il suffisait de l'éduquer. Et d'ailleurs, dans les rapports, je sais pas si t'en as déjà vu un peu, mais de plus en plus va être utilisé au bout d'un moment. Je pense que c'était pas le cas il y a 30 ans. Les compétences parentales. La première fois que j'ai vu ça, je me dis, c'est quoi ça? C'est compétences parentales. Donc, mais après, j'ai compris. Je me suis dit, mais oui, c'est juste éducatif tout ça. Il suffit de leur faire hacker. On va les mettre en formation. Faire des formations de parentalité pour qu'ils aient des compétences parentales. Alors que ce qui se passe avec leurs enfants, il y en a qui ont des très bonnes compétences parentales. Et les familles parano, les compétences parentales sont là. En fait. Par contre, tout est fou. En réalité. J'enlève les portes de l'appart. Ça, par exemple, c'est une anecdote. Un père paranoïaque enlève toutes les portes de l'appartement parce qu'il veut savoir tout ce qui se passe
dans toutes les chambres parce qu'on lui cache des trucs, etc. Sur tout le reste, ça a l'air d'aller. Ouais, il va travailler, etc. Il sait s'occuper de ses enfants, il sait changer une couche. C'est ça les compétences parentales, de quoi on parle? Non, ce qui pose problème aux enfants, c'est pas qu'on change mal les couches ou ce qu'on voit souvent. D'ailleurs, moi, elles sont toujours décalées, mes couches quand je les change. Je les change pas très bien, mais c'est plutôt le discours fou, la violence, l'imprévisibilité maternelle, pour reprendre le terme de Bonneville, l'imprévisibilité parentale, elle aurait dû dire d'ailleurs, parentale, c'est-à-dire que ça c'est très déstructurant. Quand tu sais pas dans quel état est ton parent du jour au lendemain, ça veut pas dire qu'il peut pas avoir d'émotion, hein, on parle d'état excessif, hein, je te prends, je te lâche tout le temps. L'imprévisibilité dans la folie du discours, l'imprévisibilité dans les violences. Je pense même qu'un parent légèrement violent constamment, c'est moins déstructurant qui a des rages tous les 3 jours sans raison. Tu vois ce que je veux dire, où il peut pas se comprendre l'enfant. Si une violence parentale, voilà, c'est pas éducative, qui a lieu avec quelque chose de rationnel et beaucoup moins déstructurant, c'est-à-dire un comportement de l'enfant qui va pas, et il y a une violence parentale, c'est probablement beaucoup moins traumatisant qu'une violence parentale constante ou rageante tous les 2-3 jours, qui n'ont rien à voir avec la situation présente, affective, concrète de l'enfant. Et puis en fonction mais c'est pour ça que ce qui compte, moi je vais faire mon Jacques Lacan là 2 minutes, les parents n'existent pas en fait, c'est pas ça qui compte, et c'est ça que comprend pas la protection de l'enfance, c'est l'homme qui compte. Il a été parent beaucoup moins de temps qu'il a été homme, enfant, ado, homme, et il s'est construit. Ce qui compte, c'est pas qu'il soit un bon parent ou pas, c'est qu'il va très mal en fait. Il va beaucoup trop mal pour être avec un enfant. C'est juste ça la question qui se pose et qui est complètement balayée, c'est ce que tu as dit. C'est cet homme en fait. C'est pas une question de père seulement. Cet homme va extrêmement mal. Le parent, c'est une métaphore. Ça veut rien dire parent. Par contre, ce mec-là, concrètement, il est paranoïaque. Cette femme-là, elle est mélancolique. Ils vont très mal. Ou les borderline, si on veut, ça existe. Mais pour moi, c'est ça qui compte et qui est complètement mis de côté. Et c'est la même chose qui se passe au niveau du rabattement des enfants sur la famille et non pas sur l'individu qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils sont fils avant toute chose. Ben non, je suis pas d'accord. Avant toute chose, c'est un individu à part entière qui appartient à la loi et pas à ses parents. Et donc, si on voyait, je pense, les choses comme ça, on aurait beaucoup moins de mal à détacher l'enfant de sa famille. Il y a d'ailleurs des pays, je pense, où on pense les choses comme ça. Il n'y a aucun mal à retirer un enfant, parce que il n'y a pas de confusion là-dessus. C'est un individu qu'on retire, pas, c'est pas dire qu'ils ont aucun droit, mais on le retire en attendant qu'eux prouvent qu'ils vont bien, en gros. Je résume pour aller vite, là, parce qu'on n'a pas... Mais tu vois l'idée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette confusion aussi là-dessus, c'est qu'on croit trop à cette folie qui s'appelle la famille, et à cette folie qui s'appelle des parents, qui n'existent pas, en fait. Il y a un homme et une femme, 2 hommes, 2 femmes, peu importe, on s'en fout, qui vont bien, qui vont plus ou moins bien, ou qui vont très très mal, et ça fait du mal aux enfants. Même s'ils les tapent pas, et ça faut insister là-dessus, même s'ils ne les tapent pas, qu'ils ne leur font pas manger leur caca, qu'ils font pas des choses, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais ça existe, hein. C'est des choses, voilà, manger dans des gamelles pour chiens. Des gamelles pour chiens, enfin, tout existe. Ça, quand juste le parent va extrêmement mal, au sens même psychiatrique du terme, une intervention est nécessaire. Peut-être temporairement. Si on guérissait la paranoïa et la schizophrénie, on le saurait, hein. Il n'y a même pas de médicaments pour la paranoïa. Mais, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a aussi ça qui est pas du tout pris en compte. Comment il va, cet homme, en fait? Est-ce qu'il va assez bien pour accueillir son enfant? Tout simplement. Pourquoi c'est pas aussi calme que ça? Parce qu'on en différencie beaucoup la question des compétences et des capacités à être parent,
et qu'au final, on parle peut-être pas suffisamment de ce que ça fait vivre, en fait, d'être parent aussi chez un individu. Bien sûr. À quel point, pour être parent, il faudrait avoir un système, une organisation psychique qui peut réguler, parce que être parent, ça excite, ça stresse, etc. Et que chez chacun des individus, ça vient bousculer, et que suivant où on en est aussi dans son état, dans son organisation psychique, ce côté qui vient bousculer, qui vient justement exciter, stresser, énerver, même remplir de joie, ça vient pas procurer la même chose aussi chez chacun. Oui, c'est en ça que c'est pas qu'une métaphore, c'est que c'est aussi des souvenirs, en fait. Dès que tu deviens parent, tu peux devenir tout d'un coup quelqu'un d'autre aussi. Que tu t'attendais pas à être ou à devenir. En effet. Donc ça, c'est pas que métaphorique. Il y a vraiment une question symbolique de filiation qui fait que ça va être très important aussi. Est-ce que c'est pris en compte? Ça, oui. Les gens aiment bien en parler, mais est-ce que c'est au cœur du dispositif? Non. De se dire, voilà. Non. D'ailleurs, moi, c'est un peu ce qui... c'est un peu aussi ce qui pêche, c'est-à-dire qu'on a des outils pour faire des évaluations, par exemple, pour savoir si un enfant est en danger ou en risque de danger. Donc on a des outils évaluatifs où on va rechercher quid de est-ce qu'il emmène bien à l'école, est-ce qu'il est observant dans les traitements, est-ce que le frigo est suffisamment bien rempli avec une nourriture adaptée, est-ce que il y a des espaces, des jeux. Bien sûr que tout ça dit quelque chose. Mais si on ne fait pas une traduction de ce que ça représente symboliquement pour l'enfant et de la place qu'il a dans l'économie psychique du parent, si on n'en fait pas une traduction de comment il est porté dans la tête du parent, ça n'a aucun intérêt, tout ça. C'est-à-dire que tout le monde est libre d'élever ses enfants comme il l'entend, avec l'éducation qu'il entend. Dans les limites de la loi. Dans les limites de la loi, jusqu'à ce que, oui ou non, ce qui nous permet d'intervenir, c'est quand même, est-ce que ces principes-là, ou cette croyance que c'est un principe, alors que finalement, c'est juste une structure, vient ou non mettre en danger la sécurité interne de l'enfant. Voilà. On devrait se poser des questions comme ça. Malheureusement, je crois que pour 1 milliard de raisons, qui sont valables, hein, en effet, la liberté du parent, l'intrusion des équipes, le droit du parent, etc. Mais sauf que en même temps, qu'est-ce qu'on fait? On parlait tout à l'heure des différentes institutions. Qu'est-ce qui est traité, par exemple, au niveau de la psychiatrie en termes de parentalité? Comment on l'aide à pouvoir rencontrer son enfant sereinement en psychiatrie? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait dans ce sens-là. Ça n'existe pas des ateliers comme ça en psychiatrie? La parentalité, ça quand même, ça prend une place, je pourrais pas dater, ça existait même pas le mot. Oui. À un moment donné, donc, si, je pense qu'il y a de plus en plus de choses sur la parentalité. Maintenant, ça reste des choses qui sont plutôt du côté des compétences. Plutôt du côté des compétences. Voilà. Mais après, est-ce que réellement, moi je suis très pessimiste, est-ce qu'on peut traiter cette question? Non mais déjà, faut se la poser, c'est ça que je veux dire. Voilà, institutionnellement, il faut que ça soit une question essentielle. Ça, on est d'accord. Et ça ne l'est pas forcément. La psychiatrie adulte. Non, la psychiatrie adulte étant très cloisonnée par rapport à la question de l'enfance, elle-même, je veux dire, c'est structurel. Il y a très peu de ponts entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie. Ils se parlent pas, enfin, ils ont du mal à communiquer quand même, ils parlent pas la même langue, hein. Donc, déjà, ces deux représentations, qui ont du mal à se joindre, à se rencontrer. Donc, faudrait pour ça qu'en effet, on se centre, parce qu'en fait, chacun se centre sur son sujet. Moi, c'est ce que me rétorque la psychiatrie quand je leur dis, mais attendez, on va peut-être attendre de voir où en est l'enfant avant oui, ok, pour votre patient, c'est certainement très bénéfique, mais est-ce que pour l'enfant, ça l'est? Il faut se poser cette question-là, quand même, avant de mettre en place des trucs. Ils font des certificats pour dire qu'il est capable de voir son enfant. On sait pas d'où il sort. C'est assez terrible, ces certificats. Moi, j'en ai vu faire dans le CMP où je travaillais, au CMP Figuier, tout simplement, à Paris Centre.
des psychiatres qui pondaient des certificats à la demande du patient pour donner au juge pour dire, vous voyez, le même psychiatre il dit que je peux héberger mon enfant. C'est d'autres qui sont dans un rapport un peu comme ça, un peu inconséquent. Mais ça change parce que ils ont été retoqués aussi sur cette question-là. Bah, je sais pas, ça dépend où, c'est ça aussi, ça dépend où, ça dépend. Faut qu'il y ait des gens à l'intérieur de ces lieux qui tiennent à cette question de la protection de l'enfant, même à la protection de l'enfant. Mais si on élargit, il faudrait qu'il y ait des politiques qui tiennent. Question de la protection de l'enfant. Il s'est fait des trucs dernièrement. Il s'est fait des choses. Un peu fumeux, mais. C'est-à-dire que, quand même, alors, on en est quand même qu'au stade de mettre en place des observatoires dans chaque département. Alors, qu'est-ce que c'est, là, déjà? Des observatoires ça s'appelle, création comment ils appellent ça? Pour un meilleur pilotage des CNPE, Centres Nationaux de Prévention, de Protection de l'Enfance. Voilà, il y a une espèce d'observatoire comme ça. Et récemment, il y a quelque chose. Et le secrétariat qui s'est créé. Il y a le secrétariat avec Adrien Taquet, il a fait 2-3 trucs. Voilà. Mais en même temps, bien sûr, mais je crois qu'on en est qu'à une phase de recueil. C'est-à-dire que là, en même temps, quand on va sur les pages officielles des ministères, on a des chiffres qui datent de 2014. Parce que le recueil de données, alors autant je trouve que c'est compliqué de demander aux éducateurs qui sont censés être des éducateurs de terrain, qui sont censés avoir une pratique auprès des familles, du soutien auprès des familles. Enfin, si on veut que ça, pour le coup, si on veut que ça avance, il faut qu'ils fassent quand même leur métier. C'est pas à eux, à mon sens, de faire remonter des données. Voilà, il y a des cadres, on a multiplié les cadres depuis 15 ans, moi par contre j'y ai vraiment assisté, on a multiplié les cadres intermédiaires, à mon sens c'est à eux de faire remonter des données, pour dire, parce que on connaît le nombre de mesures, on connaît à peu près la répartition des différents accueils, mais ça reste, il y a quand même toute la question des mineurs isolés qui est venue depuis, des mineurs non accompagnés, pardon, qui est venue s'adjoindre et se gréver sur le budget donc les budgets sont généralement pas en baisse, mais ils sont stagnants alors qu'il y a un afflux de prise en charge supplémentaire. C'est intéressant là. C'est 8 milliards d'euros par an, le budget de l'ASE. C'est quand même une somme. Voilà, et donc dans chaque département, c'est quasiment partout la première ligne budgétaire. Il vient de se passer, les élections départementales viennent d'avoir lieu. Personne n'a évoqué cette question-là. On parle des collèges, on parle des routes, on parle de toutes les autres missions du handicap, des personnes âgées. On parle de tout ça, pour dire ça, c'est ça le département. Mais la question de la protection de l'enfance semble vraiment... La maltraitance sur enfants. Semble... Et combien il y en a d'enfants? 200 000. Génial. Enfin, il y a des trucs super qui sont mis en place. Il y a combien d'enfants Alors, il y a 350 000 à peu près mesures. 350 000. Mesures ASE. Et emplacement, c'est à peu près la moitié de ça. Moitié de ça. Et il y a combien d'enfants D'accord, ouais, 350 000 enfants qui sont connus. Qui sont dans les radars. Ouais. Qui sont dans les radars. Ça fait en fait, la répartition, c'est 20 pour 1000 enfants qui sont concernés par une mesure ASE. Ça, c'est intéressant aussi. 20 pour 1000. Donc, c'est pas négligeable quand même. Et ça veut dire que, quand même, enfin, partout, dans tous les établissements, dans toutes les crèches, partout où il y a des mineurs, ça concerne les adultes qui les encadrent. Ça concerne tout le monde, en fait, cette question. Enfin, et puis, pour le coup, la loi, elle est très claire sur le fait que tout citoyen ayant connaissance d'un danger concernant un mineur ou d'un risque de danger est censé faire appel au 119. Faire appel au 119 ou à la CRIP. Au procureur directement, ou à la CRIP. Cellule de recueil des informations préoccupantes qui est présente dans chaque département. Et qui, pour le coup, elle, je trouve, réagit vite. Oui, parce que la loi, là, par contre... Après, hein, alors là, par contre, c'est là où il y a eu une vraie accélération, et ça, je l'ai constaté vraiment de l'intérieur. C'est-à-dire que
dorénavant, en effet, le délai qui est de 3 mois pour traiter une information préoccupante, il est fait par la CRIP. Par la CRIP. C'est-à-dire que la CRIP fait redescendre quasiment instantanément les informations préoccupantes. C'est-à-dire qu'elle le reçoit le matin, l'après-midi, le territoire concerné. Ça, on l'a vu. Mais si on prend un exemple très concret, en février, on a fait 2 IP, informations préoccupantes auprès de la CRIP. CRIP réagit tout de suite. Elles envoient ça au EDS. Toujours pas les binômes d'éducateurs sont toujours pas nommés aujourd'hui. Hein. On est quasiment en septembre. Donc, elles n'ont reçu aucun coup de fil, les 2 familles en question. Une des 2 familles, la mère était partie prenante de l'IP avec moi. Parce que on fonctionne un peu bizarrement à la 3e rive. C'est jamais le thérapeute qui fait les IP, c'est toujours les cadres. Moi ou Isabelle qui faisons l'IP pour dégager un peu puis pour faire poids aussi. C'est pas pareil si c'est un psychologue qui envoie l'IP ou la directrice ou le coordinateur clinique. Ça fait poids et c'est intéressant de dégager de la culpabilité aussi du thérapeute. On essaie de traiter ça institutionnellement. Du coup, pour l'instant, ils n'ont reçu aucun coup de fil. Donc ça fait combien de mois ? Ça fait depuis 9 mois quasiment. Ouais. Oui, février, c'est quasiment 9 mois. Donc, tu vois, l'IP réagit, la CRIP réagit tout de suite. Il y en a une qu'elle envoie au parquet, même peut-être, elles envoient au parquet, elles envoient aux EDS. Et les EDS, là, ça fait 9 mois qui... Parce que les EDS sont dans il y a un vrai, il y a un souci de personnes, enfin, c'est-à-dire que... Le personnel. On peut pas traiter, parce qu'en plus, c'est standardisé maintenant, les évaluations, c'est-à-dire que c'est un certain nombre d'entretiens, une visite à domicile et ce qu'on appelle l'enquête périphérique, c'est-à-dire contacter tous les intervenants qui sont autour du mineur, l'école, le thérapeute, il y en a un, voilà, tous ces gens-là, et ça, on a un temps imparti normalement pour le faire. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des forces en présence. C'est-à-dire qu'il y a un moment où quand l'éducateur a déjà toutes ces mesures plus ces évaluations à faire, et que il y a des arrêts maladie, enfin tout ce qu'on connaît d'un point de vue, quand les équipes ne vont pas bien. Ça rend les choses très complexes, quoi. Donc ça, je sais pas, moi j'ai pas d'idée là-dessus sur comment donc ça voudrait dire que si j'avais ça veut dire quand même que ces situations continuent à être des situations de maltraitance plus ou moins actives, avec une famille qui reconnaît pas du tout les choses et une autre où la mère vraiment demande une séparation, plus ou moins non violence évidemment, hein, mais quand même. Trouver des solutions pour pas être en face à face avec sa fille sont laissés comme ça pendant 9 mois, en sachant que les gens peuvent en plus changer d'avis, parce que des fois c'est des brèches qu'on ouvre, c'est tout un travail avec cette mère pour lui arriver à lui dire on l'a fait ensemble l'IP, regardez, c'est quand même un gros travail ça, hein. On l'a fait et 9 mois après, donc elle m'appelle tous les mois pour me dire j'ai aucune nouvelle. En fait, ça fonctionne pas, la protection de l'enfance. Elle me dit, moi, je suis obligé de soutenir un peu l'institution. C'est pas tout à fait le cas, faut attendre, etc. Mais bon, non, moi, je pense qu'en dernier recours, il y a quand même quelque part une trace du fait que quelqu'un a constaté et a pris. C'est important pour l'enfant aussi. Pour l'enfant et pour qu'il puisse y revenir à un moment donné et se dire, j'ai pas, ce que j'ai vécu, quelqu'un d'autre l'a constaté et quelqu'un d'autre a fait quelque chose, quoi. Voilà, a voulu en faire quelque chose. Et justement, pour terminer, est-ce que vous pouvez peut-être présenter la 3e rive, ce que vous faites, cette association, en quelques mots, comme ça, au moins, on peut vous situer, pour qu'on puisse s'arrêter après. Alors, la 3e rive, on l'a créée on a commencé à y penser en 2016. Devant le constat de la saturation des services publics, notamment des CMPP pour infanto-juvéniles. Pas les associatifs, pardon, les CMP infanto-juvéniles de secteurs qui sont tous saturés, quasiment. Dans le 94,
Voilà. Il y a même des CMP infanto-juvéniles dans 94 qui n'ont même plus de liste d'attente ou de possibilité de recevoir des enfants. Donc devant ce constat, principalement, on a décidé de créer la troisième rive, aussi parce qu'on voulait faire de la prévention précoce, c'est-à-dire que ces situations qu'on retrouvait, toi, la protection de l'enfance, dans la psychiatrie, on voulait qu'elles soient prises en charge plus tôt, avec des gens qui sont au clair par rapport aux informations préoccupantes, qui n'ont pas peur de les faire, qui n'ont pas peur de nommer les choses quand c'est simple, et des fois c'est simple. Donc on a créé un troisième rythme dans ce moment-là. Trouver une alternative complémentaire au service public face à la saturation, pour pas dire plus, c'est-à-dire que presque la mise à mort des services publics. Les mutualisations, le personnel qui diminue, les lits qui diminuent, la pédopsychiatrie est dans un état lamentable. Et du coup, on s'est dit, il faut proposer autre chose pour les familles. Et c'est comme ça qu'est née la troisième rive. Donc c'est vraiment l'objet, c'est la prévention précoce, infanto-juvénile, on va dire, parentale aussi, pour aider les familles, que ce soit dans des cas justement de débordement parental tout à fait lambda, ou même des familles, on en a plein, où là on est face à des IP, à des maltraitances, à des situations où les enfants ne peuvent pas rester seuls en tout cas. Il faut qu'il y ait l'intervention d'un tiers. Et vraiment, voilà. L'idée, c'était de construire un lieu d'accueil pour ces familles-là qui passent au travers des radars de la protection de l'enfance notamment, ou du social. Tout simplement. Je crois que c'est... Voilà, et donc tu peux peut-être poursuivre sur ce qu'on fait, parce que ça oui, donc, c'était l'idée de départ. Dans le dispositif Boussole, qui est totalement gratuit, on reçoit toutes les familles qui nous sont adressées, ou qui s'adressent elles-mêmes par bouche à oreille, ou via le site, ou via un tas d'autres choses. On les reçoit, on essaie d'évaluer les situations, d'accueillir calmement, sans mettre trop en avant le signifiant psy, et puis de voir un peu ce qu'on peut faire pour eux, et on oriente après sur... des fois ça nous concerne pas, c'est trop important pour nous, par exemple il faut une prise en charge médicale, nous on n'est pas du tout médicalisé, on le sera jamais, on ne veut pas l'être, mais par contre on oriente, on a un réseau, ou sur les orthophonistes, même si là on se retrouve sur le même problème où il y en a pas, elles sont toutes, c'est quasiment que des femmes, elles sont tous saturées, voilà, donc où on oriente vers le secteur public, ça arrive, sur les CMPP associatifs où il reste un peu de place, ou alors on garde dans des espaces thérapeutiques qu'on a mis au prix du généraliste symboliquement. Mais par ailleurs, on fait aussi pas mal d'interventions sur site dans les institutions, et notamment le gros de ce qu'on fait, c'est des permanences psychologiques pour les étudiants, notamment dans les écoles d'art, la plupart du temps. Pour l'instant, mais je pense que ça va s'étendre à d'autres écoles bientôt. Mais et ça, on a combien de permanences beaucoup, j'ai 12, je crois. 12 permanences psychologiques dans des écoles. Et où là aussi, pour nous, on considère que la prévention précoce, ça va de la femme enceinte, le père perdu, ou quelqu'un qui voudrait avoir un enfant, jusqu'à l'entrée dans la schizophrénie, pour nous, en termes psychiques. Donc 15-25, l'entrée dans la schizophrénie, 15 ans à 25 ans. Donc pour nous, la prévention précoce, ça va jusque là. Qu'on soit pas mal d'ados aussi. Voilà. On renvoie parfois à la maison de l'ado, ou pas, parce que même les maisons de l'ado, il y a celles qui font des suivis, celles qui en font pas. Ça peut être compliqué. Donc, oui. Même sur les ados, il y a quand même des dispositifs qui fonctionnent. Il y a une saturation qui commence à se présenter. On a quand même vu des ados qui étaient extrêmement limites et pour lesquels c'était difficile de trouver une hospitalisation. Ah oui, et puis ou même alors que leur vie était en danger, véritablement. Ouais. Et pour l'instant, il y a très peu de permanence ados aussi. Donc on aimerait en mettre une en place, mais on n'a pas le local pour ça. Mais il y a aussi l'idée d'une permanence parents-bébés, il y en a. Oui, il y en a. Il y a plus de choses. Vraiment, ce qui manque là, actuellement, dans le 94 notamment, c'est vraiment une permanence ado. On peut se présenter comme ça. Il y en a très peu. Donc il y a tous ces projets-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.
Je pense que c'est important d'entendre aussi de vos expériences, de tout ce parcours, ce qui se passe aussi aujourd'hui, d'entendre un autre discours, un discours justement qui vient aussi de l'interne, qui se passe dans ces équipes, dans ces structures. Donc je pense que ça a beaucoup de sens, et puis ça révèle aussi voilà, la complexité de la pensée autour de la protection de l'enfance, qui relève en fait de beaucoup de champs, que ce soit politiques, sociétaux, individuels, et je pense que c'est pour ça à quel point ça peut être très large aussi, et que ça demande énormément de professionnels. Idéalement, il faudrait des lieux mixtes. Moi, je dis, c'est vrai que c'est mon credo depuis très longtemps, depuis la première fois que j'ai mis les pieds à la protection de l'enfance. C'est-à-dire qu'on puisse trouver des endroits où se rencontrent, où en fait, on n'a pas besoin de créer des réunions pour se rencontrer, mais où des intervenants de différentes institutions sont présents. Un mix, tu veux dire un mix entre pédopsychiatrie et protection de l'enfance, voilà. En gros. Exactement. Et psychiatrie adulte. Et psychiatrie adulte. Et ça, c'est un rêve. Pourquoi pas? C'est une proposition. C'était une proposition, c'était... Ouais. Ça manque, c'est vraiment ça manque. Voilà. Bah, merci encore. Merci à toi. Voilà. J'espère que ce sujet vous aura plu, que ça aura suscité votre curiosité si vous vous étiez pas encore questionné sur ce qui se passait pour les enfants qui subissaient de la maltraitance, si vous êtes professionnel ou même intéressé par ce sujet également. Je pense que vous avez dû sentir l'engagement de Nunzio et d'Isabelle. Je l'avais senti lors de l'enregistrement, je le perçois de nouveau en réécoutant cet épisode, et encore plus quand j'ai fait le montage. Je vous laisse dans les notes du podcast un lien vers le site de leur association, la Troisième Rive, et des références bibliographiques recommandées, qui sont vraiment des appuis théoriques très enrichissants. Merci encore à Nunzio, merci à Isabelle. C'était ultra riche et clinique. Je pense que c'est important d'avoir des épisodes aussi sur des thématiques qui parlent du terrain, de ce qui se passe, que ce soit en termes cliniques, donc pour les patients directement, mais aussi sociétale, politique, c'est d'avoir une réflexion plus méta aussi de ces enjeux-là. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes, et merci pour votre soutien et vos écoutes. À plus!